Aveugle, masseur thérapeutique professionnel et formateur en informatique, la cécité d'Anderson n'est pas un handicap pour lui. Nous découvrirons ce non-voyant dans une poignée de minutes. Et puis nous partagerons avec vous dans ce journal le témoignage d'un Ivoirien qui s'était rendu au Koweït à la recherche d'un mieux-être. Au lieu de cela, il fut vendu comme esclave. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Anderson Yao est non-voyant, mais sa cécité ne l'a pas empêché d'être masseur thérapeutique professionnel. Pas seulement, il est aussi formateur en informatique. Il a perdu la vue en 2003. Depuis cette date, Anderson n'a cessé de relever les défis liés à son handicap. Je vous laisse découvrir dans ce dossier de Dangui Dangui ce non-voyant hors du commun qui prouve une fois encore qu'il n'y a rien d'impossible. Anderson Yao est un aveugle bien connu à la Sikoji Saint-André, dans la commune de Yopougon. Il est tout aussi bien connu comme un masseur thérapeutique efficace et professionnel. Prêt à aller à son cabinet au quartier base CIE, toujours à Yopougon, il révèle qu'il n'a pas toujours été un aveugle. Ma vue baissait de jour en jour. Donc je suis parti à l'hôpital. Ils n'ont pas pu définir la maladie. Il m'a dit qu'on avait fait l'opération, mais ça n'a rien changé puisque ma vue a beaucoup baissé. Donc j'ai préféré laisser. Donc c'est en 2003 j'ai perdu totalement la vue. Les efforts de sa mère pour sauver la vue de son enfant ont été vains. Ce fut d'abord un choc. Quand il partait au marché, deux fois c'est lui qui m'accompagne au marché. Un jour il m'a dit que maman, je vois flou. Je l'ai emmené à l'hôpital. On a soigné jusqu'à... Il y a payé ordonnance, ils ont fait jusqu'à... Ça n'allait pas. Au début, ça m'a fait pleurer. Je pleure, tout le temps je pleure. Aveugle et confiné dans la maison durant plusieurs années, le salut d'Anderson viendra du côté de la Fraîche Rosée. Cette organisation non gouvernementale au service des personnes handicapées de la vue lui a tendu la main. On nous a parlé d'un non-voyant qui était à Yopougon, Sikoji, non loin de Saint-André. Et nous sommes allés vers lui. On a vu que c'était vraiment quelqu'un qui avait du talent. À sa manière de parler, sa manière de faire. On a compris tout de suite que c'était quelqu'un, c'était un battant. Et qu'il fallait vraiment juste l'accompagner un peu pour que lui-même, il puisse faire éclore le talent qui était en lui. Anderson saisit aussitôt l'opportunité et jette toutes ses forces dans l'apprentissage du massage thérapeutique. Au bout de 6 mois, il obtient son certificat et se fait remarquer par son professionnalisme. Ce mardi matin, c'est sa mère qui l'accompagne à l'arrêt où il doit prendre un taxi pour se rendre à son cabinet. À peine arrivé, Anderson reçoit la cliente qui l'attendait. Au bout des séances de massage d'environ une quarantaine de minutes, chacune des clientes se sent beaucoup mieux. Quand il venait là, le pied me faisait mal. Maintenant, quand il a massé, je suis soulagée, ça va. En tout cas, il masse bien, il prend son temps, il masse jusqu'à ce que tu ne sens plus de douleur. Dieu l'a inspiré, puisque avec son handicap, il n'est pas resté les bras croisés, il fait un métier, un travail, c'est bon. Pour ce non-voyant, le massage thérapeutique n'est pas seulement un métier, c'est surtout une passion. J'ai choisi le massage parce que j'ai aimé. Il y a longtemps, mais je voulais faire ça, mais comme je n'avais pas les moyens pour le faire, donc c'est ce qui a fait à traîner un peu. J'ai vu de mon métier de masseur thérapeute. Ça arrive à supprimer mes besoins. Mais le massage ne saurait épuiser ni sa vie, ni son potentiel. Anderson donne des cours d'informatique à d'autres non-voyants. J'ai appris ça à la Fraîche Rosée ici. Puisque j'ai appris aussi, donc c'est pour partager la connaissance que j'ai appris à mes frères et sœurs. Malgré son handicap, Anderson, 37 ans aujourd'hui, fait la fierté de l'ONG Fraîche Rosée et surtout de sa mère. Les résultats qui nous viennent, les échos qui nous viennent, qui nous parviennent tous les jours, c'est que véritablement les gens sont satisfaits quand ils travaillent avec lui. Et ça, pour nous, on sera heureux quand demain il partira d'ici et qu'il aura vraiment son cabinet.
Je suis fière de lui-même, je suis très content. Il ne voit pas, mais il sort, il soigne les gens, il s'en va maxer les gens, il vient, il me donne à manger. Moi, mais quelqu'un qui ne voit pas. Et puis lui-même, il se débrouille, ce n'est pas facile. Donc je suis très content. Notre handicapé de la vue est déterminé à repousser ses limites pour non seulement se prendre en charge, mais aussi et surtout pour être utile à sa communauté. Mes projets sont énormes. Avoir une maison à travers le massage et avoir un grand cabinet, comme je l'ai dit là, pour pouvoir aider mes frères et sœurs. Masseur thérapeutique, formateur en informatique, Anderson est un aveugle convaincu que perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Il n'y a rien d'impossible, vraiment. 15 ouvriers d'une compagnie de réparation navale apprennent à lire et à écrire à partir de smartphones, une première. Ils se sont familiarisés avec les chiffres et les lettres pendant 4 mois. Nou Sangaré nous parle de ce projet initié par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Olivier, menuisier dans une compagnie de réparation navale depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour des problèmes financiers, il n'a pas eu la chance de connaître le chemin de l'école. Ne sachant ni lire ni écrire, Olivier est obligé de solliciter l'aide de ses collègues pour remplir certains documents. Lors de mon embauche, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, il ne fait qu'observer et signer des documents. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement être embauché. Ou soit, s'il y a certains documents à signer, je suis obligé de faire... appeler l'un de mes collègues, au moins tu es allé à l'école, lui faire part de ce document pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Et c'est comme ça que je travaille ici, c'est comme ça que je vais. Marié et père de 4 enfants, Olivier, la quarantaine révolue, a décidé de suivre des cours d'alphabétisation pour se mettre à niveau. Si je vais avoir honte pour dire que à mon âge, ils vont me voir en train de vraiment apprendre encore à lire et à écrire. Vraiment, je n'aime pas tenir compte de cela parce que je me suis dit, ne pas savoir lire et écrire, c'est encore plus mauvais. Après 4 mois de formation, Olivier peut s'estimer heureux. Il sait désormais lire et écrire. Cela grâce à un projet d'alphabétisation. Madame la directrice de l'alphabétisation, chère maman, nous sommes heureux de vous voir parce que vous nous avez aidé à réaliser qu'on peut à tout âge apprendre. Comme lui, ils sont nombreux, ces ouvriers de la compagnie des réparations navales qui ont pu bénéficier de la phase pilote de ce projet d'alphabétisation dont l'innovation majeure, l'apprentissage par le mobile. Pour la démonstration, je vais prendre la lettre I. Répète après moi. I. Je peux écrire mon nom aujourd'hui, je peux écrire bateau, je peux écrire ce que les petits trucs. Donc je trouve que vraiment c'est l'essentiel. Mais je souhaite que mon patron n'a qu'à continuer encore pour qu'on avance. Le fait de maîtriser l'écriture, la lecture, ça va leur permettre de progresser dans leurs fonctions. C'est l'assurance d'avoir du personnel bien formé qui fait correctement les différents travaux qui lui sont assignés. Le projet a été rendu possible grâce à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Vous avez vu vous-même les résultats probants que nous avons pu obtenir. Quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire, qui aujourd'hui lit un discours, qui déchiffre un discours, qui déchiffre un texte, c'est formidable. Ce projet est un outil indispensable de la lutte contre l'analphabétisme dont le taux en Côte d'Ivoire est estimé à 43,8% selon le ministère de l'Éducation nationale. Fini la phase pilote entreprise. Dans les prochains jours, le projet s'étendra sur le territoire national, a indiqué la directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le reportage de Nou Sangaré était commenté par Parga Sorokone.
Il y a 4 ans, Hervé Ndrikwaku s'envolait pour le Koweït pour fuir la précarité. Mais c'était le début de son calvaire, lui qui croyait y trouver un Eldorado. Il fut vendu comme esclave dans ce pays arabe du Golfe Persique. Pendant 6 mois, ce jeune Ivoirien de 35 ans va vivre l'enfer du désert koweïtien. En 2016, il réussit à regagner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Hervé Ndri partage sa douleur dans un livre, La prison de l'immigration, un témoignage recueilli par Clément Boko. Je suis sorti hors de la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé au Koweït. J'ai vécu pas mal de difficultés là-bas. Donc depuis que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de mener cette lutte pour sensibiliser notre jeunesse, surtout d'éviter d'emprunter le chemin de l'immigration clandestine. C'est aux étudiants d'une grande école de la commune de Yopougon que Hervé Ndrikwaku, la trentaine révolue, est venu rendre son témoignage. Comme certains jeunes de son âge, Hervé a voulu accroître ses revenus. La solution, se rendre coûte que coûte en Europe. L'aventure l'a conduit en 2015 au Koweït, où il a été contraint de travailler sans être payé, et cela dans la chaleur accablante du désert. Grâce à l'aide de certains Africains qu'il a rencontrés sur place, il réussit à s'échapper des mains de ses bourreaux qui lui ont rendu la vie difficile. De retour au pays, il raconte son calvaire à travers son livre intitulé « La prison de l'immigration ». Si vous voulez voyager, prenez surtout le bon chemin de façon légale. Vous pouvez aller faire vos études, apprendre et venir développer le pays. Mais toutefois qu'ils vont emprunter le mauvais chemin qui est l'immigration clandestine, le pays aura un retard sur le développement. Donc pour ne pas tuer ce développement que le président de la République vient d'entamer, il faut vraiment parler de ça à la jeunesse estudiantine, de pouvoir vraiment réveiller l'esprit pour dire qu'ici en Côte d'Ivoire, on peut rester pour avoir une vie normale. Pour les responsables du ministère des Ivoiriens de l'extérieur, l'action de Hervé est un relais de la sensibilisation que leur département a entamée. Nous sommes aujourd'hui à près de 4 900 retournés de la Libye, donc vous voyez que le chiffre est énorme. Et nous avions constaté aussi que la proportion des femmes est en train de s'accroître. Et donc je pense que même si on ne peut pas enrayer, arrêter totalement, mais de freiner quand même ce mouvement-là. Le témoignage de Hervé et ses conseils, une histoire qui a touché profondément les jeunes venus à sa rencontre. Si je peux être à la tête, pouvoir décourager tous mes frères qui se lancent à l'aventure. C'est vrai, il y a le chômage, nous sommes en Afrique, il y a toutes les difficultés. Mais je les exhorte à pouvoir rester faibles. C'est vrai, c'est dur, mais avec l'aide de Dieu, ça ira. Donc je crois que l'immigration, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très absurde. La Côte d'Ivoire est un pays particulier qui peut nous permettre de travailler. Donc pour moi en particulier, je préfère dire à mes frères ivoiriens de rester en Côte d'Ivoire pour faire un petit travail, pour se dépanner et pour aider les parents que d'aller dans les autres pays. Il faut rester dans ton pays parce qu'on est mieux que chez soi, c'est ce que je peux dire. L'Eldorado, c'est aussi en Côte d'Ivoire et on peut mieux faire après nos études, être entreprenant et réussir notre vie active. L'entrepreneuriat, une solution proposée par l'auteur à cette conférence de presse. Depuis son retour du Koweït, Hervé Ndrikwaku s'est engagé dans la lutte contre les migrations irrégulières. Il est depuis 2017 le président de l'ONG LISAD, lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement. Sachez que 54 réfugiés ivoiriens ont regagné aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ils étaient réfugiés au Ghana après la crise post-électorale de 2010. Parmi eux, les ministres Émile Guirié-Oulou, Liabi Douayoua, Kofi Lazare, Nguessan Thomas, Angèle Nyonsoa, l'ancien ministre de la fonction publique Émile Guirié-Oulou, qui parlait au nom de la délégation ministérielle, a déclaré qu'ils ont décidé de rentrer au pays pour s'inscrire dans le processus de réconciliation. Ce rapatriement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et le Haut Commissariat des réfugiés. C'est le 148e convoi. Et puis c'est demain que la Chambre d'appel va tenir une audience sur l'éventualité de la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Le 15 janvier, les juges de la CPI ont rendu une fin de non-recevoir dans les 2 affaires Gbagbo et Blé Goudé en acquittant les 2 hommes. La procureure Fatou Bensouda avait interjeté appel.
C'est toujours le statu quo au Venezuela. Des milliers d'opposants vénézuéliens manifestent pour convaincre l'armée de tourner le dos au président Nicolás Maduro qui tente de serrer les rangs après l'autoproclamation de l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. Pendant ce temps, le président élu mais contesté Nicolás Maduro propose d'organiser des élections législatives anticipées et les États-Unis, eux, accentuent leurs sanctions économiques. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.